Cette vidéo vous est présentée par Feelgood, l'application de texte-thérapie et de visioconsultation où vous pouvez évaluer votre besoin, trouver le bon psychologue, choisir l'option que vous voulez qui est adaptée à votre budget et tout de suite commencer à échanger avec votre psychologue. Feelgood vous permet par exemple de pouvoir commencer une psychothérapie pour 40 € seulement par semaine. Tous les liens de téléchargement et les liens du site sont en description. À très bientôt sur le site de Feelgood. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'ai vécu exactement une moitié de ma vie au XXe siècle et l'autre moitié au XXIe siècle. En tout cas, ce que j'ai appris durant le XXe siècle, pendant mon enfance, pour fonctionner en tant qu'adulte, ne fonctionne quasiment plus aujourd'hui. Quelque chose a été brisé autour des années 2000 avec l'avènement du numérique et je dois clairement remettre en question tout ce que j'avais appris car c'est aujourd'hui faux et inutilisable dans le présent. Est-ce que je dois rejeter tout ce qu'on m'a appris au XXe siècle et jouer au progressiste neuneux ? Ou est-ce que c'est le XXIe siècle et toutes ces nouveautés que je dois laisser tomber pour vivre comme il faut ou au moins comme un bon vieux réac ? J'en sais rien. Pour moi, le futur, c'était ça. Et à la place, je dois faire avec ça. J'étais persuadé, je m'étais préparé à vivre ça. Lassage automatique, waouh! Et à la place, je me retrouve avec ça. J'attendais impatiemment qu'on ait ça. Et à la place, on a ce pauvre truc. En gros, je m'attendais à ce que, quand je serais adulte, la vie, ce serait ça. Et à la place, voilà, je dois composer avec ces trucs-là. Je suis ton grand chipolata, je suis popolatata, je suis popolatéo. Bonjour, je suis Jérémy, je suis psychologue et dans ce numéro de Va te faire suivre, nous allons voir ce que la psychologie, au sens large, nous apporte comme connaissance pour bien vivre au XXIe siècle. Même s'il est impossible d'être exhaustif sur ce sujet, j'ai tout de même essayé d'être le plus large possible et traiter d'un maximum de sujets. Je vous invite plus que jamais à poursuivre le débat en commentaire parce que j'ai forcément oublié plein de questions. Nous allons parler d'autodiscipline, de santé, de troubles de l'attention et de motivation, de vie réelle versus vie numérique et virtuelle, de connaissances, d'image de soi, de réseaux sociaux et d'internet bien sûr. Et enfin, je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'au bout car c'est bien ces dernières recommandations qu'il est le plus important de se saisir. Même si j'ai essayé de structurer mon propos, vous allez voir que beaucoup de sujets s'entrecroisent, mais j'ai fait au mieux. Ce que je constate de plus en plus dans notre quotidien, c'est un effacement des règles implicites et des fonctionnements sociaux. Par exemple, les rythmes nuit-jour, travail sur du 8h midi, 14h 18h, film à 20h30, tout ce qui réglait la vie sociale en termes de temps est en train de disparaître. Aujourd'hui, les restaurants servent et livrent en continu, les plateformes de vidéo à la demande aussi, etc., etc. Tout ce qui structurait le temps social est en train de s'effacer et cela a un impact sur notre propre rythme. La structuration de son temps est alors plus complexe et pose des problèmes de procrastination majeurs. Quand le groupe se met au travail, il est plus facile de se mettre au travail que si le reste du groupe ne semble pas travailler. C'est un fait, et si on perd l'émulation de groupe, on perd souvent en motivation personnelle et en passage à l'acte. Une autre chose qui me semble disparaître peu à peu, c'est la compréhension de son ratio effort-obtention ou passivité-soumission. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis 10 ans, j'observe un nombre croissant de mes patients qui ne savent plus quitter une position passive chez eux, devant leur ordinateur, et les frustrations qui sont les leurs. L'écart avec mes patients qui se bougent et s'activent pour obtenir des choses matérielles ou non dans leur vie se creuse véritablement. Il me semble observer qu'aujourd'hui, plus qu'au XXe siècle, la passivité alliée à un accès à l'information et à ce qu'ont les uns et les autres crée bien plus de frustration et d'insatisfaction sans que ces personnes ne sachent le travail qui a été accompli en amont par d'autres qui sont plus actifs. Cela crée également ce que j'appelle
un choix de l'autocontrainte, c'est-à-dire une contrainte internalisée que l'on s'applique à soi-même, puisqu'elle n'est plus extérieure comme il me semble qu'elle l'était plus au dernier siècle. Nous avons clairement gagné en liberté, et c'est génial, mais perdre un certain nombre de contraintes nous rend encore plus insupportables les contraintes restantes. Nous devenons de plus en plus intolérants aux frustrations et aux choses qui s'imposent à nous pour le bon fonctionnement social notamment. On le voit dans tout ce qui pourrait par exemple venir d'un gouvernement qui est une contrainte personnelle dans le but d'un bon fonctionnement social. Cela crée de plus en plus de levées de boucliers. Une autre chose qui est une réelle avancée sur le plan social, c'est la multiplication des opportunités et des choix qui s'offrent à la majorité. Or, sur le plan de la psychologie individuelle, il est préférable de limiter ses choix, sinon on augmente fatalement ses insatisfactions et les tristesses récurrentes. Les études de psychologie sociale notamment montrent bien à quel point augmenter le nombre de choix augmente au final l'insatisfaction chez les sujets. Avoir le choix entre 2 bonbons offre plus de satisfaction chez les sujets que s'ils en choisissent le même bonbon parmi une douzaine. Avant, j'achetais un album de musique chez le disquaire et je le trouvais forcément génial. Maintenant, je fais ma princesse à chaque fois que j'écoute un album sur Deezer en le trouvant très moyen. Un point sur lequel je suis particulièrement affecté et qui est en lien avec cette question du choix, c'est que l'on ne peut pas croire qu'on peut tout faire. On doit accepter la castration et la limite de façon générale. Avant, la castration se faisait ressentir plus sur un plan financier. On n'avait pas forcément les moyens d'aller au cinéma tous les jours, de s'acheter 15 albums par semaine et de se documenter sur un sujet X ou Y, car tous les livres ou les magazines étaient très chers. La limite s'imposait à nous de cette façon. Aujourd'hui, on peut lire, regarder, écouter, faire n'importe quoi à tout moment sans que ça nous coûte financièrement grand-chose. Par contre, on peut perdre un temps fou sur des trucs qui n'ont aucune valeur, qui mènent nulle part, et c'est là la ressource qu'on gaspille le plus aujourd'hui, notre temps. Aujourd'hui, sur le plan de l'éducation, de l'information ou du loisir, pour la plupart d'entre nous, les ressources financières nous le permettent. En revanche, sur le plan du temps, on n'est plus du tout dans les années 80. Donc c'est une autre forme dont on ne peut pas tout faire, mais on ne peut réellement pas tout faire. Et il faut clairement s'en empêcher et se focaliser sur un faible nombre de choses pour pouvoir être heureux. Tout se paye, oui, tout se paye. Même si on a l'impression que tout est accessible aujourd'hui, le coût symbolique des choses est plus difficile à percevoir. Pourtant, il est bien là le coût des choses. Le meilleur exemple reste les réseaux sociaux et les jeux sur mobile où l'on croit volontiers qu'ils sont gratuits alors que nous le payons avec notre temps d'attention, le partage de nos données comportementales et de consommateurs et de notre temps de façon générale. Donc, comme on le dit en entrepreneuriat, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc oui, tout se paye sur le plan psychique à un moment ou à un autre. Il est super important de structurer et temporiser l'accès des enfants aux écrans de façon générale. Je ne suis pas du tout de ceux qui veulent arrêter la télévision pour les enfants, les empêcher de voir des films, des dessins animés ou jouer à des jeux vidéo. C'est pas du tout mon genre. Par contre, il y a quelque chose qui est fondamentalement différent par rapport à avant, c'est la structure dans laquelle ça se fait, le cadre dans lequel ça se fait. Quand on était au XXe siècle, il y avait quelque chose d'hyper simple, quelque part, pour les parents par rapport à leurs enfants et à leur consommation d'écran. La première différence fondamentale, elle est quantitative, c'est qu'il y avait moins d'écrans, par la télé, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose. Le début des ordinateurs, franchement, c'est pas ça qui faisait crouler les familles sous les écrans. Et les téléphones, déjà, si on arrivait à avoir un téléphone sans fil, c'était pas mal. Ouais, je sais, ça fait très très vieux de dire ça. Les écrans, à l'époque, les parents n'avaient pas forcément à combattre les enfants par rapport à ça, à cette consommation-là, parce que quand on regardait le Club Dorothée, quand on regardait Dragon Ball Z, Ken le Survivant ou Cobra ou j'en sais trop rien, il y avait un épisode et on savait qu'après cet épisode, c'était terminé. On savait que après il y aurait des épisodes samedi matin éventuellement, qui auraient Sauvé par le Gong ou qui aurait, je sais pas, Arnold et Willy le soir ou qu'il y aurait Parker Lewis ne perd jamais le soir ou quoi. Mais en tout cas,
Une fois que c'était terminé, les parents n'avaient pas besoin de faire la police pour nous dire stop, ça suffit et tout, et on n'était pas là en train de dire encore un autre, encore un autre. Donc structurer et temporiser ça avec les enfants, aujourd'hui c'est devenu nécessaire. Il y a beaucoup de travaux, notamment de Serge Tisseron, qui rendent compte de tout ça, mais il est super important déjà de cadrer par rapport à l'âge, la règle des 3, 6, 9, 12, mais il est aussi important d'avoir des règles qu'on pose avec son enfant ou avec ses enfants sur combien est-ce que tu vas regarder. Tu sais que c'est que tel jour de telle heure à telle heure et que en fait la règle elle est déjà prédéfinie. Si on ne définit pas la règle en amont, ce sera beaucoup plus difficile de tomber sur un consensus avec ses enfants quand ils sont pris dans la frustration. Il faut toujours voir ça en amont. De la même façon, on a aussi des différences fondamentales aujourd'hui pour ce qui est de notre sommeil. Avant, notre sommeil était moins impacté par les écrans qu'il ne l'est aujourd'hui à cause des lumières bleues notamment. Et encore, ça commence à de moins en moins à faire consensus cette histoire, mais en tout cas, même si c'est pas dû aux lumières bleues, le fait de maintenir son attention, d'avoir un esprit alerte, dans la recherche ou dans ce qu'on regarde sur son téléphone ou ce qu'on peut adresser même quoi, bien évidemment, ça a en fait des effets sur le sommeil, et le sommeil va avoir des effets sur le somatique et sur le psychologique, bien évidemment. Tout ça, c'est des choses que si on ne le structure pas, si on ne se donne pas une autodiscipline fondamentalement, on va en payer les conséquences. Et je le redis, là, c'est des conséquences qui sont aussi bien psychologiques que physiques. Le sommeil, avant, c'était pas vraiment un problème. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable problème parce que ça attaque de plus en plus, selon les études, on voit bien que ça attaque de plus en plus le sommeil des adolescents, ça c'est certain, et petit à petit, ça commence à grignoter aussi celui des enfants. De façon générale, on voit bien que on a une structuration qui se faisait avant par le social. Aujourd'hui, cette structuration sociale se perd, se délite, et en fait, il faut avoir une autodiscipline personnelle beaucoup plus forte, je pense, aujourd'hui. En tout cas, j'avais pas l'impression que quand j'étais jeune adulte, que j'avais ce souci-là. Aujourd'hui, je dois faire très très attention à comment est-ce que je structure mes journées pour avoir un temps d'activité physique, pour avoir un temps de repos, pour avoir un temps de travail, pour avoir un temps de sommeil. Toutes ces choses-là qui avant coulaient de source, aujourd'hui, le travail, les repas, le sommeil, la vie sociale, tout ça, ça peut être mis à n'importe quel moment et il y a des pans importants de notre vie qui en sont impactés. Autre chose hyper importante, c'est retrouver l'habitude de faire des pauses parce que sinon, il y a un continuum dans nos journées et ça, c'est très 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 mauvais sur le plan psychique et aussi sur l'attention et les frustrations. Il y a beaucoup de travaux aussi qui ont montré qu'au niveau de notre capacité d'attention, en fait aujourd'hui, nos capacités d'attention sont énormément mises à mal. À partir du moment où on est concentré dans une tâche, normalement l'être humain, si on le dérange, si on le fait sortir de cette tâche, il va lui falloir environ 45 secondes pour retrouver entre 45 secondes et 2 minutes, si mes souvenirs sont bons, pour retrouver l'état de concentration et rattraper la tâche dans laquelle il était avant qu'on ne le dérange. Si on regarde bien aujourd'hui, il y a beaucoup de moments où on est en train de travailler sur quelque chose de particulier et on va recevoir une notification, soit elle est visuelle, soit elle est auditive, soit les deux sur son téléphone. Si on travaille beaucoup sur son ordinateur, on va aussi souvent avoir des notifications qui vont venir nous perturber, que ce soit les mails, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, je m'en fiche, peu importe. Là n'est pas la question. Mais en tout cas, on voit comment est-ce qu'aujourd'hui, notre capacité d'attention
est mise en difficulté, comment notre motivation est mise en difficulté, et donc tout le monde a l'impression d'avoir un TDAH. Sauf que non, c'est l'environnement dans lequel on vit, les outils tels qu'on les utilise, qui nous empêchent de pouvoir maintenir notre attention et notre pensée. Et donc du coup, il devient fondamental aujourd'hui, en fait, à chaque fois qu'on fait des sessions de travail, de clôturer absolument tout ce qu'il y a à côté. Toujours dans la veine de la motivation, en fait, il y a quelque chose qui est absolument incroyable aujourd'hui, c'est que à l'époque, je vais vraiment parler comme un vieux toute la vidéo, mais c'est pas grave, les récompenses, entre guillemets, étaient ponctuées dans la semaine, étaient ponctuées dans la journée. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de non plus nous récompenser à la fin d'une tâche, mais de nous divertir. Ça, c'est hyper changeant, c'est vraiment une grosse différence, je trouve, par rapport au début de ma vie où on cherchait à se récompenser après avoir accompli une tâche ou quelque chose de contraignant. Et aujourd'hui, le divertissement vient s'infiltrer absolument dans tout ce qu'on fait. Il est possible de se divertir n'importe quand. Et c'est la différence énorme, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, qu'il y a entre libérer de la dopamine, qui est typique du divertissement et du fait qu'on peut avoir un circuit dopaminergique qui est très addict à tout un tas de petites choses, les notifications, les récompenses, les jeux, les ci, les ça, peu importe. Par rapport à la sérotonine, qui va plus être sur une libération lente, longue, qui a plus à voir avec le bonheur qu'avec le plaisir, donc avec le long terme qu'avec le court terme. Et ça, c'est des choses que si on ne le sait pas, si on ne l'apprend pas, si on ne fait pas attention à ça dans sa vie, on est esclave et non pas acteur, on n'est pas moteur, on est dans quelque chose où on se laisse aller, on se laisse porter par quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne maîtrise absolument pas. Et ça, clairement, je pense aussi que c'est une énorme nouveauté. La publicité pouvait clairement jouer sur cette corde-là au siècle dernier, mais aujourd'hui, c'est plus qu'omniprésent. Ce que je repère aussi par rapport aux questions de motivation, c'est que ça, je ne sais pas si c'était vraiment 20e, 21e siècle, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je le constate beaucoup chez mes patients, ils ont du mal à se motiver pour commencer une tâche, c'est parce qu'ils le voient comme une énorme montagne. Et ça, en fait, il faut apprendre à faire des petits pas. C'est ça qui est très important dans les phénomènes de procrastination, c'est de découvrir quel est le plus petit pas pertinent. Parce que je leur dis à mes patients la règle des 4 P. Le plus petit pas pertinent, c'est quoi? Si j'ai pas envie de m'affronter une montagne entière là de boulot, quel est le plus petit pas pertinent que je peux faire maintenant, qui me coûte pas grand chose, mais une fois que j'ai mis le pied dans la porte, une fois que j'ai commencé, que j'ai initié l'action, au final, je me rends compte que finalement, c'est pas si désagréable, j'aime bien, ou c'est pas si terrible, et je peux en général enchaîner. Et même si on n'enchaîne pas, au moins on n'a pas rien fait, on n'a pas totalement procrastiné. Donc ça, c'est une parenthèse que je fais parce que je l'avais marqué dans mes notes, mais c'est pas, je pense, uniquement dû au 21e siècle, mais je retrouve de plus en plus ça chez les 25-30 ans que je reçois à mon cabinet, donc je voulais en parler. Dans la vie réelle et la vie numérique, là, il y a d'énormes différences. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui ne pouvait pas exister avant quand j'étais enfant. Le seul numérique, moi, personnellement, que je connaissais, c'était les jeux vidéo et faire une indifférence entre les deux, c'était pas possible. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater dans l'espace numérique ou virtuel, sur les internets en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus un refus de la différence. C'est assez étonnant que je puisse dire ça, puisque si on regarde, il y a beaucoup de choses de l'ordre de la revendication de sa différence, qu'elle soit religieuse, de couleur de peau, de sexualité ou quoi que ce soit, il y a une revendication
aujourd'hui, mais sauf que d'un point de vue psychologique, ce n'est pas faire accepter tant la différence de l'autre, c'est faire accepter sa différence à soi. Il y a quelque chose de très identitaire et de très coupé de l'autre, en fait, qui se joue grâce à cet espace numérique, grâce à Internet. Il y a une poussée, entre guillemets, du communautarisme. Là, je ne veux pas parler de social, parce que, enfin, de sociaux, parce que c'est pas mon domaine, mais juste d'un point de vue psychologique, le fait de pouvoir avoir accès à un groupe, à une communauté avec lesquels on va pouvoir parler, échanger, ça crée beaucoup plus de caractère identitaire, de revendication identitaire, et ça coupe dans le réel. Donc c'est-à-dire que d'un point de vue numérique, Internet et compagnie, on peut constater que ça crée du lien, ça crée des rencontres, il n'y a aucun problème, mais d'un point de vue psychologique, dans la vie réelle, ça vient faire coupure sur l'acceptation de la différence de l'autre et de la croyance qu'on est accepté ou non. Je ne juge absolument pas, je ne fais qu'un constat. Une autre chose qui fait clairement différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, nous devons tous nous soucier de notre image publique et de notre image privée. Là où avant, il n'y avait que les célébrités, les chanteurs, les stars de cinéma ou je ne sais quoi qui devaient faire attention, entre guillemets, à leur vie privée, leur vie publique, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui consomment sur Internet, qui travaillent sur Internet et de façon générale qui consomment vraiment via les espaces numériques, on voit bien qu'ils sont obligés de gérer soit la question de l'anonymat, il y en a beaucoup qui ont choisi ce truc-là, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 40% chez les moins de 30 ans. Et si on ne gère pas via une tentative d'anonymat, eh bien aujourd'hui on doit toujours être alerte et faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on poste, parce que c'est de l'espace public, qu'on le veuille ou non, même si Facebook vous dit que il n'y a que vos amis qui peuvent les avoir, sur Instagram que vous avez un compte privé ou quoi que ce soit, ça reste quelque chose qui est qui est capable de sortir, même par des personnes malveillantes ou quoi que ce soit, et donc du coup on est obligé de se dire que notre vie privée est plus que jamais vouée à sortir de façon publique. Tout ce qui est sur l'espace numérique est perdu dans le sens où ça ne vous appartient plus. Et sur les différentes vies numériques et réelles, laquelle empiète sur laquelle, selon nos choix de vie? Est-ce qu'on doit être attentif à ce que le numérique ne prenne pas toute la place? Les retours obligatoires de Lollipop du 92 et autres passifs agressifs n'ont strictement aucune valeur, donc il faut faire aussi attention à pas nourrir les trolls. Il y a un biais de lecture du monde réel qui est consécutif au vécu dans le monde numérique. Ça aussi, c'est quelque chose de particulier. On peut croire que le monde est bien pire que ce qu'il est réellement. Les mauvaises nouvelles et informations qui créent des émotions négatives se propagent bien plus vite sur le net que les bonnes. Tout le monde a l'information à portée de main sur son téléphone. Par contre, ils n'ont pas l'expérience, la sagesse, la mise en relation nécessaire avec les autres domaines. On vit dans un monde dont les connaissances augmentent et pourtant ce sont bien à nos émotions que l'on s'adresse. On est censé être plus intelligent, mais on nous fait réagir et non penser. Donc il faut développer son intelligence émotionnelle puisque c'est à la fois celle qui nous différencie des machines. Et développer notre intelligence émotionnelle aussi pour nous défendre contre ce que l'on nous inflige, de nous attraper par les émotions plutôt que par notre faculté à penser. Nous avons énormément besoin de simplifier le monde, nous ne pouvons plus rivaliser avec les ordinateurs en termes de mémoire et de résolution de problèmes, donc croire que nous avons compris le monde est utopique, présomptueux et fatalement erroné. Toutes les vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue, comme disait le philosophe. Rappelez-vous que nous sommes la somme de toutes nos expériences, de notre éducation, de notre environnement et dans lequel nous vivons. Voir, être vu, se faire voir, on se trompe et on se méprend sur son propre compte au final. Il ne faut pas croire à l'image véhiculée par les autres sur les réseaux sociaux. Qu'elle soit positive ou négative, l'image virtuelle est une déformation idéalisée de soi ou péjorative d'un groupe. On n'est pas égaux avec les machines et nous ne pouvons pas rivaliser avec un certain nombre de choses. Nous ne pouvons pas toujours faire plus et mieux,
nous devons simplement nous satisfaire de faire de notre mieux. Éthiquement, c'est important. Aujourd'hui, la tendance est à la surexpression de son identité, et les conséquences, ça va être des agressions, du clivage et des blessures de l'estime. Ce qui fait identité est personnel, et ça ne doit pas toujours se mettre au défi de la place publique. Il faut aussi se rappeler que changer d'avis, changer d'opinion, aujourd'hui, ce serait presque honteux. Comme si c'était un aveu de faiblesse, surtout sur Internet. Or, on change heureusement tout au long de notre vie. Choisir de ne pas changer ni revenir sur ses pensées, c'est un grave problème d'évolution personnelle. Changer, c'est bien, c'est s'adapter au monde. Un enfant remet sans cesse à jour ses croyances et son image de soi. Aller à l'encontre de cette évolution est plus proche de la bêtise que de l'intelligence humaine au final. Psychologiquement, on a besoin d'une image de soi positive et stable. Pourtant, on vit dans une époque qui vient sans cesse remettre notre image et notre identité en question, comme pour les normaliser, quoi. Et ça, c'est un grave danger d'exclusion culturelle et sociale. Nous regardons, lisons, vivons avec des personnes qui flattent nos idées et nos choix afin de conserver une image de soi positive, et donc sur Internet en général, soit on cherche les mêmes causes acquises et on peut être heureux et satisfait, soit on se soumet au regard de l'autre, parfois inquisiteur et violent, et cela peut créer des ébranlements narcissiques qui peuvent aller jusqu'à la dépression, voire pour certaines personnes au suicide. C'est clairement devenu un problème aujourd'hui à cause des algorithmes, des polarisations et des biais de confirmation. Internet, c'est malheureusement devenu l'avènement de la paranoïa et du conspirationnisme. On parle souvent des psychanalystes qui font des liens avec tout et n'importe quoi, mais franchement là on est un cran au-dessus. Les biais de confirmation et raisonnement motivé, c'est-à-dire aller chercher ce qui nous convient, sont majoritaires et on doit aujourd'hui bien plus qu'avant faire attention aux sources et leurs motivations. On peut clairement trouver de quoi réussir, de quoi grandir, de quoi sortir d'un isolement sur Internet, mais on ne peut pas toujours se croire en sécurité sur tous les espaces et il faut apprendre à savoir où l'on peut se livrer sur soi et là où on doit être très attentif à ce qu'on dit. Tout le monde ne sait pas encore faire cette distinction fondamentale. Haters, incivilité, agressivité, on verra tout ça dans le prochain Va te faire suivre sur la psychologie des haters, donc abonne-toi, je ne vais pas tout en dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit partir du principe que tout ce que l'on poste sur Internet est public. Les nombreux cas de dick pics et de sextapes qui sont partagés à des fins de faire du mal nous montrent bien que vos images, vidéos et commentaires sont toujours plus susceptibles de ressortir au grand jour. Coucou. Ce que j'explique aux jeunes que je reçois, c'est de prendre le terme de mur au sens propre du terme. Quand ils postent quelque chose sur leur mur, sur leur profil, ou sur le profil d'un ami, posez-vous toujours la question, est-ce que je serais prêt à mettre ça sur le mur de ma maison, dans la rue ou non? Si vous n'oseriez pas le mettre sur votre mur de maison, ou de votre immeuble, avec votre nom, c'est que vous risquez de le regretter dans l'espace numérique. Un autre aspect fondamental qui a beaucoup été travaillé en psychologie et en psychodynamique, c'est l'aspect désincarné de l'espace virtuel. Le fait de ne pas avoir d'implication, voire de mise en danger du corps dans le numérique, crée des illusions de sécurité. Or, on doit toujours se poser la question, si j'étais vraiment en face de cette personne, maintenant, là, comme ça, réellement en face de moi, est-ce que je lui dirais ceci ou cela? La plupart du temps, non, ou alors avec bien plus de soin dans la forme. Il faut sans cesse ou régulièrement se questionner sur son rapport aux réseaux sociaux, chose qu'on n'avait pas du tout à faire avant. Quel temps est-ce que j'y accorde? Est-ce que j'y vais pour une bonne raison? Est-ce que je cours après quelque chose qui m'est positif ou néfaste? Qu'est-ce que ça me fait si j'ai des likes? Et si je n'en ai pas? Il est fondamental de se rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas une fenêtre réelle sur le monde. L'écrasante majorité des gens ne dit rien. Ceux qui ne sont pas d'accord, la minorité la plus souvent d'insatisfaits ou en désaccord, font aujourd'hui bien plus de bruit qu'ils ne pouvaient se faire entendre au XXe siècle. Les études montrent bien qu'une nouvelle catastrophique ou négative se propage 7 fois plus vite sur le net qu'une bonne nouvelle. J'ai appris que l'on peut peut-être éventuellement faire changer d'avis un ami ou un membre de sa famille, mais personne sur Internet. Les prises de tête et l'activisme sur Internet ne fonctionnent pas. Seuls les actes concrets, à son échelle, ont un réel impact sur le monde. Les gens prennent trop les choses au sérieux aujourd'hui, alors que franchement, peu de choses ont vraiment d'importance. On doit toujours réapprendre à remettre les choses en perspective, et comme nous le faisons en séance avec mes patients, se rendre compte qu'en fait, ce truc qui pourrit la vie n'a pas vraiment d'importance et on peut largement s'en passer.
Une nouvelle preuve de ce trop sérieux, ce sont toutes les procédures, plaintes et déresponsabilisations massives. Ça en devient aberrant. C'était pas comme ça de mon temps. Aujourd'hui, vouloir se déresponsabiliser de ces actes et des aléas de la vie qui sont purement des coups de la malchance, ça sert à rien. Ça maintient dans l'idée fausse que l'on n'aurait jamais de responsabilité et qu'on devrait se complaire dans des statuts de toute victime, et clairement, c'est pas comme ça que l'on s'en sort bien sur le plan psychologique. Rien à voir, mais est-ce que vous savez que des études ont mis en évidence que sourire et voir des gens sourire est un antidépresseur? Donc avoir le sourire permettra aux autres à se sentir mieux, et si eux se sentent mieux, ils vous souriront plus. Donc vous me suivez? Ce monde manque trop de nuances, il est trop polarisé, trop extrême, et je ne sais pas si c'est uniquement dû aux réseaux sociaux, mais en tout cas c'est un prisme sur le monde qui catalyse bien cet effet. Alors on sait que discuter davantage avec son voisin et tâcher de comprendre son point de vue est bien plus efficace pour le bien-être personnel que de le juger et rester bloqué sur son avis. Si vous voulez être heureux, faites preuve d'empathie et de théorie de l'esprit, c'est-à-dire de la capacité à comprendre les pensées et les motivations de l'autre. Donc c'est à chacun de nous de faire en sorte de réapaiser les choses, de tempérer et de réfléchir dans un respect de soi et de l'autre. Pour la petite histoire, j'ai toujours eu confiance en l'individu pris seul, en un pour un, je ne connais pas de salaud. Quand j'ai fait mes études, la psychologie sociale est vraiment quelque chose qui a pu me dégoûter de l'être humain. En psychologie sociale, l'être humain est décevant et grégaire, donc on doit quand même se méfier aujourd'hui de tout ce qui veut nous faire appartenir à un groupe, nous pointer selon une identité précise et définitive. En général, ce sont les grandes puissances qui tirent un bénéfice de ce type de comportement, donc en prendre note peut s'avérer utile. Une dernière chose que j'ai déjà dit, mais que j'ai appris du fonctionnement global du 21e siècle, c'est que si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et en psychanalyse, on sait pertinemment que tout se paye, toujours. Ah oui, et surtout pour toutes les choses dont nous venons de parler et les efforts qu'on pourrait être tenté de faire, surtout des petits pas, des pas qui tiennent sur le long terme. Pas s'attaquer à une montagne, sinon c'est le découragement et l'abandon. Donc des petits pas. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est terminé. Merci de donner un petit coup de pouce pour gratifier du travail accompli et de t'abonner pour avoir encore plus de vidéos qui vont t'apprendre des choses sur notre fonctionnement et la psychologie en général. Un énorme merci aux tipeurs de l'extrême. N'hésitez pas si le cœur vous en dit. Le débat est loin d'être fini et n'hésite pas à partager et commenter ce que toi tu as compris et perçu du monde actuel et comment est-ce que tu t'y positionnes pour vivre au mieux. On se retrouve le mois prochain, mais d'ici là, plus que jamais, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.